vous intéresser au sujet aussi large que passionnant que sont les réseaux sociaux. Je vais rapidement vous présenter et puis après on va échanger sur le sujet. Je suis pour ma part éditrice de presse professionnelle dans l'univers de la restauration, notamment du magazine Le Chef. J'ai à ma gauche quelqu'un que vous devez sans doute connaître, qui est Jean Sulpice, chef 2 étoiles de l'auberge du Père Bise. Il était auparavant à Val Thorens et il est descendu il y a 2 ans. Et ça passe vite. Rémi Ohaillon, qui a une société qui s'appelle Happy & You, qui s'occupe de toute la partie digitale pour les chefs et les maisons, les sites internet, la réputation. Mais je te laisserai te présenter de façon plus descriptive, puisque tu rejoins le thème fortement. Et Amélie Vincent, qui est avec nous également, qui a, alors excuse-moi si un blog, The Foodalist. Voilà, tu as tes réseaux. C'est ça, et tu es aussi présentatrice à la télé belge. Et journaliste. Et journaliste. Et photographe. Et photographe. Voilà, les nouveaux médias. Voilà, eh bien c'est parfait, ça va parfaitement dans le thème. Le thème aujourd'hui, c'est gérer l'image de sa maison sur les réseaux sociaux. Je pense que le principal enjeu aujourd'hui, c'est de dire est-ce qu'il faut y être ou ne pas y être, et surtout, si on y est, de quelle façon. Je pense que ne pas y être, il y a quelques chefs qui n'y sont pas, notamment des grands chefs comme Pascal Barbeau ou Gilles Goujon, sont des chefs qui ont fait le choix. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, ils n'y sont pas du tout. Moi, je ne suis pas là pour porter un jugement, mais il me semble important pour faire connaître sa maison, de l'exprimer au plus grand nombre. Rémi, est-ce que tu peux nous dire justement quelque chose sur des maisons qui n'avaient peut-être pas avant cette présence et que tu as accompagné pour commencer cette présence? Après, on détaillera la présence avec Amélie et Jean, mais déjà au démarrage, quand quelqu'un veut se lancer un petit peu, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment y aller? Oui, je crois qu'il y a une première prise de conscience à avoir, c'est que je pense que nous sommes passés de 60 millions de consommateurs à 60 millions de contributeurs. Et c'est ça le phénomène qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas au départ les chefs qui ont changé, c'est les consommateurs qui ont changé. Et je le remarque facilement lorsque je vais dans des établissements. On voit bien qu'aujourd'hui, leurs clients sont des téléphones portables, ont des comptes Instagram, ont des comptes Facebook. Certains vont jusqu'à mettre des avis de consommateurs sur TripAdvisor, à ne pas confondre les réseaux sociaux et les avis de consommateurs. Et je crois qu'un chef qui, au départ, veut se mettre sur les réseaux sociaux, c'est de partir du principe qu'il peut créer sa propre chaîne de télé, sa propre chaîne média, ne peut-être pas être dépendant justement d'une rédaction, d'un élément, et de pouvoir émettre des messages face à une communauté qui est très réceptive. Alors, Pascal Barbeau, on n'a pas encore réussi, mais ça y est, Gilles Goujon se met justement à cette idée-là parce qu'il a compris que les chefs, de plus en plus, étaient ou des leaders d'opinion, voire des personnages publics, et que naturellement, quand ils portaient une parole, eh bien, elle était suivie, likée et partagée. Et donc, c'est relativement intéressant de se dire, quand je porte un message, il est écouté par d'autres. Mais ça veut dire donc qu'il faut être en réaction ou en action, selon toi? Alors, il y a 2 sujets. Il y a le premier sujet où le restaurant émet un message. Et ma première recommandation est d'éditer ce qu'on appelle un calendrier éditorial et une ligne éditoriale. Alors, la ligne éditoriale, c'est la manière dont on va communiquer. Ça peut aller de l'esprit de la photo à la manière dont elle est prise, pas obligatoirement d'être uniquement sur des photos très professionnelles. Et je pense qu'il faut un équilibre, d'abord parce que le photographe, c'est un métier dans un premier temps, et en l'occurrence, il faut avoir quelques photos léchées, mais il faut également avoir des photos qui soient très prises sur le vif, c'est-à-dire de faire vivre les coulisses. Ça, c'est le premier aspect sur la partie photographique. Et ensuite, sur la partie rédactionnelle, alors, des choses toutes bêtes, l'orthographe, je reviens dessus. Oui, alors ça, on a vraiment un sujet. Malheureusement, il y a quelques chefs qui ne sont pas très précis sur l'orthographe. Ça fait parfois un petit peu mal aux yeux. On n'est pas tous exempts de fautes, ça nous arrive à tous. Exactement. Mais c'est vrai qu'il faut essayer d'être vigilant. Voilà, il faut vraiment être vigilant sur cette partie-là. Des fois, ce n'est pas la faute du chef, c'est la faute du correcteur du téléphone. Ah, voilà, tout s'explique. Oui, c'est vrai qu'il y a ces éléments. Et puis, sur ce troisième élément, alors plus particulièrement sur Instagram, c'est la maîtrise des hashtags. Alors, vous savez, le hashtag, c'est ce petit dièse qu'on met devant différents mots. C'est-à-dire que quand on vient publier une photo, si on veut en chercher un écho un peu plus important, d'avoir des solutions pour le faire. Alors, vous avez un site qui s'appelle hashtag.org, O-R-G à la fin, où quand vous tapez, par exemple, gastronomie française, il va aller vous donner la popularité, il va vous donner l'impact.
ça, Et c'est il va vous donner le premier d'autres petit éléments. tips de Rémi Ohaillon. Voilà. Merci pour cette info. Parfait. Et il y a aussi une grande question, c'est est-ce que les chefs doivent gérer eux-mêmes leur réseau? Alors doivent, c'est-à-dire que est-ce qu'ils ont le temps? Il y en a beaucoup qui nous disent non, non, mais moi j'y vais pas, j'ai pas le temps, c'est pas mon métier, je ne sais pas faire. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On le confie à quelqu'un ou on le fait soi-même, mais petitement. Toi, Jean, là-dessus, comment tu as commencé? Comment ça fonctionne aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, c'est vrai qu'avant, je faisais tout moi. Et puis, mon vrai métier, c'est pas de communiquer. Mon vrai métier, c'est de faire de la cuisine. Et je veux vraiment garder la maîtrise de ça. Alors, c'est pour ça que je me suis entouré de personnes pour m'accompagner, pour faire un calendrier édito, de le programmer de mois par mois, pour qu'il y ait un intérêt pour la maison et pour qu'il y ait un fil conducteur et que ça me ressemble. Donc ça veut dire que concrètement, on pourrait dire, programmes tes postes? Non, en fait, on se donne une ligne de conduite dans le mois et après, naturellement, on fait vivre l'esprit de la maison. Et si on a une formule pour créer de la visibilité sur la maison, et ben là, par contre, on le programme. Si on a du recrutement à faire, on le programme. Et après, on vient ajouter des choses naturelles de la vie de la maison. Ça va être peut-être le matin, quand j'arrive, je vois une belle image de l'environnement, j'ai envie de le faire partager, donc je le mets. Donc ça, c'est pas programmé, c'est vraiment de l'instinct. Donc c'est toi qui le fais? C'est moi qui le fais, voilà. Et donc là, on parle d'Instagram et de Facebook principalement? Oui, Instagram, Facebook, bien sûr. Oui. Et Rémi, on parle souvent donc de digital et de réseaux sociaux. Après, je passe la parole à Amélie. Est-ce que dans les réseaux sociaux, tu englobes ou non le site de l'établissement? Pour moi, c'est pas tout à fait la même chose, mais si on parle du digital globalement, il faut quand même englober ces sites qui coûtent un peu d'argent au chef, à la différence des réseaux sociaux qui, pour le coup, n'ont pas de coût. Mais voilà, le site, alors après, c'est un canal de réservation, c'est autre chose. Mais est-ce que justement, il y a là-dessus un travail à faire? Oui, je te rejoins. Je crois que le site internet aujourd'hui, c'est une plateforme e-commerce. C'est de la manière dont il doit se présenter. Un site internet, il doit faire rêver, renseigner et vendre. Voilà, c'est les trois espaces et c'est ces trois missions. En revanche, sur la partie réseaux sociaux, c'est là où on peut aller chercher toute la partie storytelling de la maison, c'est-à-dire vraiment venir raconter des histoires. Je pense que c'est ce que les consommateurs, ou en tout cas le public, cherche. Hein. On le voit bien, hein, quand on gère une communauté, il n'y a pas obligatoirement une logique. Par contre, ils adorent qu'on leur raconte des histoires. Et sur les réseaux sociaux, on s'aperçoit que Instagram est le numéro 1 aujourd'hui au niveau de la restauration, derrière Facebook. Twitter est plutôt sur un aspect journaliste, professionnel, quand on a envie de taguer quelqu'un ou faire passer un message. Et je recommande de plus en plus aux restaurants d'aller sur LinkedIn, plus particulièrement pour les problèmes de ressources humaines. Oui, absolument. Voilà. Ça, c'est vrai que ça marche fort. Et c'est vrai que, bon, je sais qu'il y a on le vit tous, hein, il y a une petite crise en ce moment sur la partie des ressources humaines. Et en même temps, il faut faire très attention dans son calendrier éditorial de ne pas trop mettre de messages comme quoi on cherche des collaborateurs régulièrement. Très bon. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de turnover, l'image n'est pas terrible. Et c'est pour ça que LinkedIn, je pense, c'est le vrai bon outil aujourd'hui pour aller chercher des collaborateurs. Donc les réseaux sociaux sont effectivement un gros moyen pour l'image de la maison et de communication, peut-être plus, je vais dire, du domaine de l'intime. Je pense que le site, c'est vraiment de l'institutionnel sur la maison, comme tu le disais. Là, les réseaux sociaux, pour moi, c'est un partage. C'est partager son quotidien, comme Jean le disait. Et je pense que c'est ça qui fait aussi rêver le client. Et moi, il y a des chefs qui me disent, c'est marrant, quand le client arrive, il a l'impression de me connaître parce qu'il me suit sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quand même un départ de lien qui est absolument dingue et qui met dans une relation de confiance immédiate. Bah oui, c'est ça qui est passionnant, c'est que tu lui montres un peu les coulisses de la maison, tu lui donnes des informations que quand il arrive, il est déjà renseigné de ton univers. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est comme tu le dis, les clients, quand ils viennent chez nous, ils disent « on vous suit ». Alors ça, c'est toujours un peu étonnant parce que ça fait peur au début. C'est nouveau. Et ils ont l'impression déjà de connaître ton univers, de connaître ta personnalité, de connaître aussi ton environnement. Et donc, ça nous aide aussi à participer à créer une expérience à notre client. Ok, Amélie, tu voulais nous proposer quelque chose? Oui. Ton micro, Ah oui. c'est mieux. Voilà, oui. Oui, en fait, je pensais qu'on allait présenter. Bon, j'ai préparé une petite présentation, si Mais ça vous va. Il n'y a aucun problème. Parce qu'en fait, donc d'abord, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos interventions que
que j'ai trouvée très intéressante, en particulier dans la complémentarité qui nous anime, puisque voilà, on a le regard du chef, on a le regard de la structure autour, et moi je m'occupe de développer véritablement ce contenu. Donc je vais essayer de le faire avec le PowerPoint, même si je ne suis pas très familière avec cet instrument. Donc alors qui suis-je? Ben voilà, je m'appelle Amélie Vincent, je suis belge, je suis née à Bruxelles, et depuis toute petite, j'ai exploré le monde avec des parents globetrotters et gastronomes, et aujourd'hui, ça fait 7 ans que j'ai investi le domaine de la gastronomie comme journaliste et développeuse de contenu média. Donc, cette passion a commencé très tôt à travers la nourriture. Très belles lunettes. Pardon? Très belles lunettes. Voilà. Et à travers donc, la nourriture, mais surtout les créateurs, évidemment, des plats. Puisque la cuisine est multisensorielle, elle s'adresse à l'œil, à la bouche, au nez, à l'oreille et à l'esprit. Aucun art ne possède cette complexité. Donc c'est vraiment cette notion d'homme artiste qui m'a intéressée au départ et qui m'a vraiment captivée. Donc c'est surtout pouvoir mettre en perspective cet homme et sa culture, ces multidimensions dont vous parliez, et expliquer en fait ces phénomènes inscrits dans la société dans laquelle ils vivent. Donc voilà, on voit Alain Passard, je l'ai pris comme exemple puisqu'on connaît bien son avant-gardisme par rapport à sa cuisine légumière. Et ici, voilà, j'ai évoqué René Redzepi par rapport à la révolution réellement mondiale d'avoir mis en avant le territoire nordique. Donc, pour moi, la cuisine est culture. La cuisine est culture. Les gens voyageaient auparavant pour l'architecture, pour les musées, pour l'art. Et aujourd'hui, ils visitent le monde pour la cuisine. La cuisine est culture, d'une part, parce qu'on cultive l'ingrédient, donc dans la production. La cuisine est culture parce que quand on la prépare, on utilise des modes de transformation et de cuisson. Et quand on la consomme, puisqu'on choisit ce qu'on mange, on respecte les codes et on respecte une forme d'art de la table et de code de conduite. Donc cette cuisine est culture et le chef la transmet. Et on voyage pour pouvoir goûter à ces différences culturelles. Donc c'est vraiment ça que je voulais mettre en exergue, c'est que chaque chef a ses multidimensions, comme Jean-Sylvain Pissant en parlait, c'est-à-dire de pouvoir explorer et valoriser tout ce qui fait son patrimoine culturel et personnel. Mais ça, justement, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on arrive à partager ça? Parce que moi, je suis d'accord sur l'expérience sensorielle et les 5 sens, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont beaucoup plus visuels. Ouais. C'est difficile de partager les autres sens. Donc, comment tu arrives à traduire un petit peu tout ça dans les réseaux? J'arrive à traduire donc, ces dimensions à travers la photographie, un contenu éditorial, mais surtout par rapport à ce qui nous manque finalement par rapport aux réseaux sociaux, c'est-à-dire le temps. Donc j'ai développé vraiment cette spécialité parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, on parlait de sustainability dans les produits, on parle de sustainability dans tous les sens dans la cuisine, mais on ne parle pas de sustainability en termes de réseaux sociaux. Or, pour moi, c'est quand même très important, comme tu le dis. Comment tu traduirais la durabilité, la cohérence, la consistance, c'est-à-dire vraiment baser ça sur des valeurs humaines, des valeurs qui vont perdurer dans le temps, je vais dire. Donc cette retranscription virtuelle, finalement, de l'image réelle que vous êtes, demande évidemment du temps et une forme de savoir-faire. Et je vois ça comme une carte de visite multidimensionnelle, en fait, d'être sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est un mélange de la personne du chef, à travers une carte de visite, les mouvements qu'il peut effectuer autour du monde. Voilà, autour du monde, à travers les différents événements, les rencontres qu'il peut organiser, les 4 mains, et ses affinités affectives et visuelles qu'il va entretenir avec son environnement. Ça, je trouve que le terme de, je ne sais pas ce que tu en penses, Rémi, de carte de visite multidimensionnelle, c'est assez intéressant. C'est vrai que finalement, les réseaux sociaux, en plus du site dont on parlait tout à l'heure, permet vraiment de se rapprocher de la personnalité du chef, et on sait finalement, quand on analyse les réseaux, beaucoup de choses. On sait avec qui il mange, on sait où il mange, on sait les voyages qu'il fait, on sait comment il crée, on connaît ses équipes. C'est vrai que c'est quand même très très riche d'informations. Alors après, tous les chefs ne jouent pas le jeu et ne mettent pas toute leur vie sur Instagram, entre guillemets, leur vie professionnelle. Non. Mais moi, je trouve qu'ils partagent de plus en plus aujourd'hui. Oui, sur la partie communication, alors les réseaux sociaux, c'est le moyen d'émettre. Moi, ma recommandation, c'est effectivement de partir du principe qu'un chef, un univers, d'abord, il a une signature de marque et un territoire d'expression. Et c'est ça qu'il faut définir, qui permet justement d'arriver à la conclusion, comme vous le précisiez. Et d'un autre côté, quand j'observe moi le consommateur, ça c'est un des éléments qui me paraît important, c'est qu'un consommateur, quand il a un point de contact aujourd'hui avec une table qui est distinguée, en réalité, il a 3 attentes.
avant, pendant et après l'expérience. C'est-à-dire qu'il va peut-être passer 2 heures ou 2 heures et demie à table, mais en réalité, il est pratiquement 3 heures, 3h30 en contact avec la marque. Au départ, il va sûrement aller visiter le site internet, mais en même temps, il va aller s'inspirer sur les réseaux sociaux, et c'est là où on connaît l'univers du chef, et je comprends tout à fait Jean quand on dit « Ah mais je vous connais parce que je vous suis ». Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que pendant l'expérience, il crée des contenus, parfois il les publie tout de suite, mais de plus en plus, il les garde pour eux parce qu'ils vivent l'expérience de la table, et ensuite, il vient les partager. Et c'est ce lien-là qu'il faut, à mon avis, réimaginer. Et en même temps, moi, je trouve qu'il y a un métier au sein des restaurants qui a besoin de prendre la main sur les réseaux sociaux, ce sont les maîtres d'hôtel. Alors pourquoi je recommande que les maîtres d'hôtel apportent une touche à la stratégie des réseaux sociaux? Parce qu'ils sont l'accueil physique en salle. Et je pense que si les maîtres d'hôtel avaient un tout petit peu plus d'initiation, de formation, post-expérience avant et après l'expérience, eh bien je crois qu'il y aura un espèce de liant, ne serait-ce que de répondre parfois à des consommateurs qui ont posé une photo sur Instagram en ayant mis le hashtag Jean Sulpice que Jean doit sûrement suivre, et là d'avoir le maître d'hôtel qui continue et qui remercie le client d'avoir posté des contenus. Parce que, Amélie, je te repasse la parole après, mais ce qui est important aussi, je pense, c'est que quand on fait le choix d'aller sur les réseaux sociaux, c'est de les nourrir. Les nourrir, c'est évidemment poster sur son propre réseau, ce qu'on fait tous a priori, on a compris comment ça marchait, mais c'est aussi de le faire vivre, c'est-à-dire qu'il faut répondre, il faut aller voir effectivement là où on est tagué, à chaque fois qu'on a un commentaire, il faut essayer d'y apporter quelque chose. Est-ce que toi, c'est un travail que tu fais toi, ou tu as des équipes qui s'occupent de ça? Comment tu arrives à interagir et à faire vivre un petit peu tout ça? Non, ça, je le fais pas beaucoup, et j'ai pas d'équipe qui le font pour moi. Mais c'est vrai, ce qui est intéressant, on parle de communiquer, de publier, mais aussi ce que les internautes publient sur notre maison ou sur notre personnalité, ça c'est très intéressant. Par exemple, quand un client déjà il vient vivre une expérience dans notre maison et qui publie derrière une photo du paysage ou de l'assiette, on peut voir déjà l'expérience qu'il a pu vivre de notre maison. Et ça c'est intéressant parce que c'est de l'instant présent, on le sait tout de suite quand il part. Et on peut suivre un petit peu cette évolution de l'expérience du client. Même moi, j'ai des clients qui font une photo dans le restaurant. Après, ils font une photo quand ils sortent du restaurant devant le portail ou même dans le taloir. Et ils te taguent ton établissement ou ma personnalité. Et ça, c'est nos meilleurs ambassadeurs. Nos clients nos internautes deviennent nos ambassadeurs. Et du coup, ces ambassadeurs à lui nourrissent un petit peu tout ça. Et c'est comme ça qu'on a grandi la grande famille, quoi. C'est ce que disait Rémi au départ. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, tous les consommateurs sont des clients potentiels. Et c'est vrai que ce cercle, il faut le prendre comme un cercle vertueux et non vicieux. Cette communication peut vous amener justement des clients. Et je pense que ça, c'est important de le comprendre. C'est vrai ce que tu dis. Des fois, quand un client marque un petit mot gentil sur ton expérience de ta maison, tu lui réponds merci de votre visite, juste ça, un détail très simplement. Il est très content. Il dit voilà, quoi, et ça c'est une petite intention qui nous prend peu de temps et qui est importante, quoi. Qui est primordiale et qui, en tout cas dans l'expérience, on va jusqu'au bout de l'expérience, on est remercié par le chef lui-même, c'est fantastique. Et je pense qu'à contrario, quand il y a quelque chose de négatif, il faut aussi y répondre. Et je pense que la personne s'y reprendra 2 fois la prochaine fois pour dire quelque chose de négatif parce qu'il sait que tu auras quelque chose à répondre. Ça, je pense que c'est important. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle que de TripAdvisor sur des commentaires, mais sur nos propres réseaux sociaux, on a aussi des commentaires. Les gens peuvent écrire directement. Mais moi, j'ai des fois des réservations qui sont faites directement par les réseaux sociaux où on dit ce soir, c'est l'anniversaire de mon épouse, vous pouvez faire une attention particulière. Et donc ça aussi, il faut le gérer, il faut être très actif et lire les messages parce que sinon on peut passer à côté de certaines choses, quoi. On était resté à la carte de visite. Oui. Et donc du coup on arrive directement effectivement au problème qu'on vient d'évoquer, puisqu'on demande à travers les réseaux sociaux de refléter les déplacements, la surcharge d'informations, l'impact des propos, répondre effectivement, comme tu le disais, aux commentaires des clients. Donc autour de ça, pour moi, il est vraiment essentiel de se faire entourer. Parce qu'en fait, ce qui nous manque, c'est vraiment le temps, la distance, l'esthétique et la cohérence. Quand on est chef, on n'a pas spécialement le temps de faire tout ça, on n'a pas spécialement l'attention. Et pour moi, le chef reste un penseur et un créateur. Et il a besoin de temps et d'espace pour créer, comme je le dis. Et il a besoin d'une équipe pour l'accompagner à travers ça. Et il n'y a rien à faire. Il y a une forme de savoir-faire qui s'est créée autour de ça, autour des nouveaux médias, justement, qui ont fait
finalement ce que je fais aujourd'hui. Et donc voilà. Donc en fait, c'est vraiment devenu un savoir-faire de pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux et pouvoir rendre visible toute cette multidimension du chef et de son travail. Donc pour moi, la façon de se structurer, c'est vraiment de mettre le chef au centre, évidemment, de l'accompagner par rapport à l'équipe interne et d'avoir un expert externe qui peut apporter justement son regard et sa création de contenu, puisque c'est ça qui prend le plus de temps. Donc voilà, l'équipe interne soutient, mais comment elle soutient justement par rapport à des choses qui sont plus factuelles, c'est-à-dire le community management, répondre aux commentaires. Souvent, on a une personne dans la maison qui est un peu, même officieusement, responsable dédiée à ça. Et l'expertise food que j'ai développée, c'est cette vision à 360 degrés qu'on n'a pas le temps d'avoir quand on est dans sa cuisine en train d'effectivement créer. Donc ça veut dire la connaissance mondiale et transversale de la cuisine. Sur le terrain, donc on va aller, voilà, moi je voyage beaucoup, je déniche les adresses, je crée le relationnel en fait, qui manque souvent parfois au chef qui n'a pas l'occasion de pouvoir se balader autour de la planète, l'élaboration de la stratégie média, la création de contenu cohérent, donc c'est-à-dire photographie, vidéo, écriture, quelle qu'elle soit. Mais on est d'accord que tout ça, ça a un coût pour le Bien chef. sûr Voilà. que ça a un Et aujourd'hui, la question, c'est est-ce que les chefs ont envie? Mais je pense que la question, elle n'est pas... Je pense que c'est de nouveau où est l'œuf, où est la poule. C'est-à-dire, on n'a pas envie d'investir, mais quelque part, si les objectifs sont de pouvoir grandir, dédier son temps à la création et pouvoir bien faire ce qu'on fait, je pense que ce n'est pas un budget qui est inabordable. C'est quelque chose qu'on peut discuter ensemble, qui est fait sur mesure en fonction de la maison à laquelle on s'adresse. Donc voilà. Après, ça reprend effectivement aussi des métiers qui sont déjà dans la maison. Ça demande aussi une restructuration, puisqu'effectivement, on a le modèle plutôt ancien, c'est-à-dire le journaliste d'une part, les relations presse d'autre part, et la responsable com à l'intérieur. Donc c'est peut-être aussi un petit peu revisiter la façon de pouvoir créer les rôles et les dispatcher. Comment tu es structuré, toi, Jean? Aujourd'hui, tu as quelqu'un en interne ou en externe? Comment ça marche chez toi? Non, j'ai quelqu'un en externe et puis je m'en occupe avec lui. On communique toutes les semaines. Oui. Et puis on suit ça, je suis ça de très très près. Ouais. Et cette personne en externe s'occupe uniquement des réseaux sociaux ou de toute ta communication globale? Non, uniquement des réseaux sociaux. Ouais. D'accord, ok. C'est souvent le cas? Pas vraiment, et c'est ça qu'il faudrait peut-être, dans ce passage, on est vraiment dans un changement de médias, de façon de pouvoir se valoriser sur les médias, et je pense que c'est finalement cette approche de pouvoir effectivement faire appel à un expert externe qui peut optimiser les choses. Toi, Rémi, tu agis à quel moment exactement sur la communication quand on externalise cette fonction? Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est que... j'ai des souvenirs quand je travaillais chez Monsieur Loiseau, on nous demandait d'être que cuisinier. Puis de cuisinier, on est passé restaurateur, puis de restaurateur, on est passé hôtelier. Et en réalité, aujourd'hui, ils sont entrepreneurs. Ça a complètement changé. Et d'être entrepreneur, en réalité, c'est trouver le juste milieu entre l'avis de l'expert et l'avis de la masse. L'avis de l'expert, c'est les guides gastronomiques aujourd'hui. Et l'avis de la masse, en réalité, c'est une donnée dans laquelle la marque peut complètement investir. Et je crois qu'il y a deux approches quand on met en place une stratégie de communication. Il y a, dans un premier temps, de savoir communiquer avec les influenceurs et les journalistes, qui est une première étape. Et là, je recommande de travailler avec des RP, tout simplement, qui ont cette habitude-là. Il y a le deuxième élément, qui est la partie des réseaux sociaux. C'est là quand on veut agir sur sa communauté et la faire grandir. En l'occurrence, le bon équilibre, c'est une sorte de 30-70, c'est-à-dire 70% en externalisation et 30% qui est fait en interne. Parce qu'évidemment, la photo volée qui a touché le matin Jean sur le lac, il n'y a que lui qui peut la publier, et ça, je trouve que c'est intéressant. Et enfin, il y a la troisième partie, qui est une partie qui est pas encore assez présente dans les maisons, c'est l'analyse du débriefing, les prises de parole des consommateurs qui sont faites sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle le cocon sémantique d'une marque. Nous, ce qu'on analyse beaucoup, voilà, c'est des termes qui font un peu peur, ça. Cocon sémantique. Ouais, le cocon sémantique, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on va récupérer les éléments de langage des consommateurs sur une marque pour voir quelles sont les expressions les plus prises. Parce qu'il faut comprendre qu'un consommateur qui vit une expérience, lui, il la traduit en émotion. Et en réalité, il faut analyser les émotions des consommateurs pour savoir si on est en phase avec l'expression même de sa maison. Donc en fait, on se dégage complètement du simple avis de consommateur et on essaye de déterminer
ce qu'on appelle ce cocon sémantique pour dire est-ce que je suis en phase entre ce que j'exprime dans ma cuisine et le ressenti de mes consommateurs. Oui, mais du coup, c'est au chef de changer s'il n'est pas en phase avec ce qu'expriment les consommateurs? Non. Alors, je ne suis pas en train de parler de la signature culinaire. Je suis en train de parler parfois de la distance qui peut exister entre une cuisine. On le voit, hein, aujourd'hui, vous avez une quantité de consommateurs qui deviennent, par exemple, des flexi-végétariens. On ne va pas aller compte, 30% de la clientèle aujourd'hui a une intolérance alimentaire. Toujours quelque chose. Voilà, et on voit en l'occurrence qu'il y a des maisons qui ont pris le pas et qui se sont dit bah oui, il faut qu'on ait une offre, et des maisons qui restent droites dans leur ligne, et parfois on a des expressions qui sont un peu délicates. Donc le monde évolue, hein, et dans cette idée d'être un professionnel ou un expert, c'est de partir du principe que c'est un équilibre et pas un état. Et si c'est un équilibre, il faut observer ce qui est en train de se dire sur sa marque, ce qu'on ne pouvait pas faire à l'époque. Oui. Mais donc ça rejoint le fait qu'effectivement, pour observer, il faut du temps et restructurer, parce qu'on parlait des relations presse, effectivement des gens qui sont spécialisés là-dedans, mais moi, mon ressenti, en tout cas mon expérience, c'est que la plupart des maisons de presse aujourd'hui ne sont pas du tout adaptées aux nouveaux médias et n'ont pas finalement la vision experte dans ce domaine qui est vraiment devenu quelque chose de très spécifique. Bah, c'est vrai que les agences de presse soit ont pris le virage, soit ont intégré des compétences, mais... Est-ce que la presse n'est pas là pour contacter des personnes pour fabriquer la notoriété, les réseaux sociaux plutôt être sur la réputation? Vous voyez, moi je n'oppose pas les deux prises de parole. Je trouve qu'elles sont complémentaires. Je suis d'accord avec vous. Je pense juste que la spécialité des réseaux sociaux va être d'une part, et de l'autre côté, il y aura le journalisme probablement. C'est quand même conforme à du journalisme plus classique, ce qu'on voit aujourd'hui en France dans les maisons de relations presse, je trouve. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qu'il faut faire, comme vous l'avez dit, c'est de préparer le travail en amont. Ça, c'est très important. L'image du chef en amont. Pour ma part, je parlais de chef créateur, je pense que c'est le chef qui dicte le reste, et qu'après on l'entoure pour essayer de faire passer le message de la façon la plus compréhensible. Donc voilà, on prend l'exemple d'Alain Ducasse que je connais. Donc voilà, la découverte d'une culture. On va essayer de valoriser à travers des images la valorisation de ses équipes, la recherche du produit, le goût des voyages, les rencontres humaines et l'exigence du savoir-faire. Et donc ça veut dire que c'est travaillé en amont? En amont. Oui, mais parce que lui décide de les mettre en avant? Parce qu'on prend le temps de faire quelque chose sur mesure, en parlant ensemble, en dialoguant, en observant beaucoup. Ça prend du temps aussi d'observer comment une maison fonctionne, qui sont les principaux intervenants, les aspects d'une personnalité, son histoire. On essaye de mettre toutes les multidimensions du chef à travers sa communication. Donc voilà, et après ça se reflète effectivement sur les réseaux sociaux avec des images plus ou moins fortes, et alors on va cadrer finalement les équipes internes pour leur dire à quelle régularité ils doivent poster, ce qu'ils doivent poster et qui dans la maison va devoir poster quoi. Parce que ça, c'est souvent la question qu'on nous pose, parce qu'on est un peu perdu par rapport à ça. Donc voilà, la plupart des chefs le font. Massimo Bottura va insister sur son côté caritatif avec son association Food for Soul. René Redzepi va poster plutôt des choses qui ont rapport avec sa personnalité, parce qu'on part toujours de l'homme, c'est-à-dire son amour terroir pour la nature, son terroir, et aussi ses équipes, puisqu'il a aussi une grande solidarité vis-à-vis de ses équipes. Dan Barber va plutôt exploiter le côté de son jardin, de sa culture du produit. Et voilà, David Chang est dans un autre registre, parce que lui, par exemple, il intègre plus de son quotidien. Il va poster, par exemple, ce qu'il va manger le matin, ou ce qu'il va prendre en street food ou au supermarché. Il va mettre aussi en valeur et en image sa mère, et donc son histoire d'asiatique immigré aux États-Unis. Chaque fois j'ai trop pissé. Jogson Frillo, qui est le chef du restaurant Orana en Australie, il va mettre plutôt en avant son travail qu'il fait avec les cultures aborigènes. Donc voilà, pensez à vous faire épauler pour refléter toutes ces couleurs et arriver à les transmettre par des émotions. Parce que je pense que c'est ça le principal, c'est de réussir à transmettre quelque chose via ces réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, tout le monde en parle, ça fait rêver beaucoup de gens, c'est la course aux followers. Mais ce qui est important, je pense, c'est de bien traduire son univers. Et Amélie le disait, les chefs sont des créateurs, évidemment, ce sont des artistes. Vous êtes au quotidien en train de créer. Et c'est de réussir justement à insuffler ça dans les réseaux. On voit beaucoup, malheureusement, de comptes qui sont soit trop institutionnel, ça manque d'émotion. C'est très difficile de retranscrire dans ces réseaux l'émotion.
Et je pense que comme tu le dis, sur Jean, par exemple, quand tu arrives le matin et que tu as une photo de ton lac, à l'instant T où tu arrives, il n'y a que toi qui peux l'avoir, cette photo. Et c'est là qu'il faut bien comprendre que c'est des moments hyper importants à partager. Mais pour ça, il faut aussi avoir cette connexion avec le chef. Donc c'est le temps, mais c'est aussi la compréhension du domaine. Et c'est ça que je pense qui devient une vraie spécialité aujourd'hui. Là, tu parles pour effectivement accompagner les chefs. Oui. Il faut vraiment être dans une relation très forte. Une relation intime, en fait. Il faut être en dialogue constant et en empathie. Parce que finalement, c'est ça aussi. La cuisine, c'est la sensibilité, c'est l'empathie, c'est comprendre finalement ce petit grain de génie et d'où viennent ces inspirations. Et arriver à le retranscrire en images et en mots. Rémi ? Oui, l'orchestration est importante. Là où il faut être vigilant, c'est qu'il ne faut pas non plus passer à l'industrialisation. Hein. C'est pour ça que je parlais vraiment de 70-30. Je pense qu'à un moment ou un autre, dès l'instant où on sent vraiment qu'il y a une participation de la maison, et pas seulement du chef, je reviens encore dessus, il y a des personnes formidables, des personnages formidables, il y a des sommeliers, il y a des maîtres d'hôtel, il y a des personnes à l'accueil, il y a une multitude de visages aujourd'hui qui font vivre un restaurant. Alors c'est vrai que les comptes souvent s'appellent Jean Sulpice ou s'appellent Laurent Petit, que je vois dans la salle, et naturellement, on a obligatoirement le consommateur, ou en tout cas le client, la communauté qui veut être en relation avec le personnage. Je le disais tout à l'heure, hein, ils sont parfois ambassadeurs d'une région, parfois leaders d'opinion, voire personnages publics. Aujourd'hui, certains chefs qui prennent la parole sur les réseaux sociaux ont un impact qui est assez important. On prend Jean aujourd'hui, il y a une 50 000 personnes, je crois, sur Instagram qui le suivent, ce qui est un nombre très important. Et sur certains, la dimension de la prise de parole, effectivement, il faut qu'elle se fasse sur son univers de métier, où on a envie de faire venir du monde, mais aussi sur son territoire. À ne pas seulement communiquer que sur la maison, mais aussi sur ce qu'il touche et ce qui fait vivre justement sa cuisine. Donc la recommandation, tout à l'heure je parlais de 70-30 en termes de contenu entre peut-être le chef et quelque chose d'orchestré, et en même temps, là sur la manière dont peut-être un chef demain va aller visiter un musée, enfin je ne sais quoi, il part que c'était intéressant pour lui sans que ça rentre trop dans son intime, mais de le faire partager aussi parce que c'est ce qu'attendent les communautés. Hein, de dire qu'est-ce qui te fait vivre et qu'est-ce qui te fait créer ta cuisine. Parce qu'évidemment, le monde est inspirant et je pense que demain, les chefs qui maîtriseront le mieux les réseaux sociaux sont ceux qui vont devenir inspirants eux-mêmes. Et cette inspiration, elle ne doit pas seulement venir du métier, mais être vraiment dans une idée de collaboration et du collaboratif. Et Jean, si on parle de réseaux sociaux et de vie privée, on est d'accord que toi, tu ne mets pas du tout ta vie privée, tes enfants, ta femme. Alors, tu as un cas un petit peu particulier ou pas, mais tu travailles avec ta femme. Donc, ouais, de toute façon, j'ai le réseau social de l'auberge. Donc là, déjà, je ne mets pas la même chose sur le poste de ma personnalité. Je différencie vraiment les postes pour qu'ils soient différents, et puis de mettre plus le personnel dans l'auberge du Père Bise, et dans ma personnalité je mets plus en avant l'univers de la cuisine. Après j'incarne aussi les valeurs qui sont les miennes. Donc après moi quand je communique, j'essaie pas de mettre tout dans un cadre, je reste dans un esprit très naturel avec les envies que j'ai envie de montrer pour créer une accessibilité aussi avec les internautes. Pour moi, c'est ça qui est important, quoi. Les réseaux sociaux servent à donner une accessibilité de ma personnalité ou de ma maison pour leur donner envie de venir plus facilement et qu'ils n'aient pas d'a priori sur moi, quoi. Et voilà. Comme on manque de temps, tu t'es dit je vais faire 2 comptes. L'auberge et le mien. Non, parce que c'est pas pareil. Là, j'ai repris une institution gastronomique, donc il faut faire vivre cette institution et c'est une entreprise. Ma personnalité, c'est moi qui nourris aujourd'hui l'univers de l'auberge du Père Bise, mais je me sers pas de l'auberge du Père Bise pour faire ma personnalité. Au contraire, j'ai une vie à côté. C'est ton lieu d'expression, en fait. Voilà, c'est mon lieu d'expression. Si demain j'ai des contrats que je signe pas avec l'auberge du Père Bise, je le signe avec ma personnalité, quoi. Et je pense que c'est intelligent et c'est optimal de le faire de cette façon-là, parce que ça peut laisser évidemment 2 angles différents qui complètent l'image virtuelle qu'on transmet. Oui, mais j'ai envie de dire c'est double temps de travail ou double externalisation ou double ligne éditoriale. Oui, mais la stratégie en amont est intéressante. Oui, bien, moi, et alors, quand on parlait justement, comme Rémi le disait, de la dimension des équipes, c'est particulièrement bien parce que quand on a finalement cette multitude de canaux, la maison va permettre de pouvoir mettre
l'accent sur les équipes, leur histoire, leur identité à chacun, tout en gardant l'univers du chef séparé et bien différenciable. Après aussi, ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai un hôtel, et il a des clients qui viennent à l'hôtellerie, qui viennent pas forcément manger au restaurant gastronomique, mais qui vont vivre une expérience dans le bistrot. Et je ne vais pas m'interdire justement à faire vivre des expériences à ces clients-là, même s'ils sont pas, par exemple, ils me suivent pas personnellement, mais par contre ils suivent le compte de l'Auberge du Père Bise, et il faut aussi les nourrir, il faut aussi leur tenir informés de ce qui se passe sur la maison. Et donc les deux viennent en complément, mais faut pas mélanger les deux, quoi. C'est ça qui est important, quoi. Dans les trucs et astuces, quand on a 2 comptes, pensez à mettre les hashtags sur les cartes de restaurant. C'est aussi simple que ça, mais vous savez, sur la carte de restaurant, souvent on met le numéro de téléphone, parfois à la fin, à la dernière de couverture, la carte du restaurant, du menu, oui, le menu que l'on donne aux clients. Et quand enfin en tout cas, on s'en est aperçu, lorsque vous mettez le hashtag Jean Sulpice, par exemple, sur cette carte-là, ou l'Auberge du Père Bise, eh bien vous allez vous apercevoir que le consommateur averti, il va prendre ses photos, et à la fin de l'expérience, quand il va publier la photo, au-delà de se géolocaliser, il va rajouter l'hashtag, et ça permet de suivre toutes les personnes qui ont mis des commentaires dans les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'Amélie n'est pas du tout d'accord. Non, ça va dépendre effectivement de nouveau de la stratégie en amont. Ça dépend de qui est le chef, de quelle est sa philosophie, de quelle est l'image de sa maison. Je pense que. En tout cas, si on a envie de partager, c'est peut-être. Il y a peut-être une autre astuce que je ne connais pas qui permet de remonter les. Je pense que c'est une question de choix. C'est comme on disait, la vie intime aussi. C'est des choix très personnels, je pense. C'est pas des choses que nous on peut décider. On va entendre effectivement ce que la personne veut faire, et il y a des gens qui vont dire que. Qui n'ont pas envie d'avoir ce genre d'informations, de relier finalement le papier avec le virtuel, tout comme on n'a pas forcément envie de lier sa vie intime avec le virtuel. Et c'est toujours un choix. Et c'est pour ça que je voulais partir de l'humain et de rester dans ces valeurs qui nous animent, et pas non plus basculer dans la volonté, dans le désir des autres. Et on revient à ce que je disais au départ, c'est-à-dire qu'il faut un bon équilibre. Je pense que ça, c'est aussi le principal. Ça veut dire l'absence et la surexposition. Je pense qu'il faut essayer de se trouver au milieu, de base, et après d'exprimer des choses qui nous ressemblent, comme on vient de le voir avec Jean. Tu parlais de Laurent Petit qui est effectivement dans la salle. Moi, je me souviens y être allé il y a 1 an et lui dire mais je comprends pas, Laurent. Moi, effectivement, je tag quand je vais dans les restaurants. Tu n'es pas sur Instagram, pourquoi? Il m'a dit ah oui, je sais, je vais y penser. Et j'ai l'impression, je vois quelques posts passer, ça vient, mais est-ce que voilà, ça a démarré il y a 1 mois. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on peut s'en passer, ou clairement c'est non? Je pense que c'est comme un site internet, quoi. On ne peut pas s'en passer. Donc les réseaux sociaux, je pense qu'aujourd'hui, toute la nouvelle génération qui arrive, ils sont connectés, ils se lèvent le matin déjà, ils regardent les réseaux sociaux, ce qui se passe sur la planète. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas aller contre ça. Il faut suivre le mouvement, il faut nourrir ce mouvement-là. Et puis c'est comme ça, c'est le nouveau monde, quoi. Et alors, quel est l'argument massu qu'on pourrait avancer à un Pascal Barbeau résistant qui n'a pas envie d'y aller? C'est sûr qu'avant on disait vie heureux, vive caché. Maintenant, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est fini. Hein. Mais d'un autre côté, on peut contrôler l'image aussi. Donc c'est là aussi où on n'est pas obligé non plus de poster tous les jours. C'est plutôt dans la durée, dans la consistance qu'on s'identifie. Je suis d'accord. Pascal Barbeau, peut-être tout à l'heure, je disais 60 millions de consommateurs transformés en 60 millions de contributeurs. Et la question qu'il faut se poser, c'est dans les années à venir, est-ce que l'avis des experts aura autant de poids que les avis de la masse? Et en l'occurrence, on le voit bien, on a des guides gastronomiques qui sont complètement allés. Aujourd'hui, Michelin, c'est 1 million de personnes qui le suivent dans Instagram. Donc on voit bien qu'ils ont pris le virage numérique, peut-être avec un peu de difficulté au départ sur la partie du web, mais qui a été largement réglée depuis 4-5 ans. C'est un site internet qui fonctionne très bien, Michelin Restaurant. Mais d'un autre côté, ils ont un temps d'avance très important aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Et on parle souvent, un autre point que je voulais aborder, des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mais je crois qu'on oublie beaucoup YouTube. Et on oublie beaucoup YouTube sur la portée qu'a aujourd'hui la vidéo à l'intérieur du média Internet. Et je pense qu'au-delà, on le voit bien, Instagram déjà avec les stories vidéo, ou Facebook aussi, a commencé et a pris le pas. Et je crois que dans le dispositif d'un restaurant, il faut à la fois être sur cette idée de story vidéo et en même temps d'aller chercher YouTube en plus de Facebook et d'Instagram. Je pense qu'Instagram et YouTube demain seront vraiment les 2 portes importantes pour faire connaître un message. Et tu le disais, je pense que c'est aussi à ne pas négliger LinkedIn sur le côté recrutement, qui est vraiment un réseau social pour le coup extrêmement professionnel,
Je pense que c'est vraiment une carte à jouer parce Mais que... qui n'est pas encore du tout utilisé dans la gastronomie. Personnellement, moi non plus, mais je sais, j'ai une conférence tout à l'heure sur le recrutement et je sais que c'est un vrai sujet. Et parfois, quand on voit sur Instagram cherche second, je me dis, zut, est-ce que c'est vraiment l'endroit pour mettre ça dans sa ligne éditoriale, dans de l'image? Est-ce que c'est vraiment l'endroit de se mettre en photo en disant... Non, mais par contre, le mettre sur Facebook, on peut. Oui, ça, je pense que sur Facebook, sur Facebook, ça marche bien. Oui, toi, tu le fais, je crois. Et par contre, sur Instagram, non, puisque c'est basé sur l'image et sur le wow effect, entre guillemets. Oui. Et LinkedIn, effectivement, c'est le rapport professionnel, mais on sait bien que la cuisine, c'est un rapport émotionnel et humain avant d'être même professionnel. C'est d'abord une passion. Donc, c'est pour ça que la plupart des gens du métier ne sont pas familiarisés avec LinkedIn. Aussi, ce qui est intéressant dans Facebook ou Instagram, c'est que c'est pas le même public, quoi. L'âge n'est pas le même qui suit. Et c'est ce qui est intéressant aussi pour ma part. On peut voir les statistiques des personnalités qui te suivent. Et donc, le fait d'avoir aussi les deux, tu nourris plus de personnalités, plus large. Et c'est vrai que moi, j'ai essayé de passer des annonces sur Instagram et Facebook. Sur Facebook, là, plus de retours. Même là, 2 ans, quand j'ai repris l'auberge, j'ai fait une porte ouverte et j'ai communiqué uniquement sur le Facebook. Et j'ai pu recruter plus de 50% de mon personnel à l'époque grâce à Facebook. Donc c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant de voir qu'avec les réseaux sociaux, on peut aussi on peut travailler avec. C'est pas uniquement que de l'image. Oui. On peut travailler, c'est-à-dire que quand tu fais une photo d'un plat ou de quoi que ce soit dans ta maison, derrière tu as des retours, tu as des commentaires, donc tu peux avoir un retour immédiat soit de ta recette que tu as pu mettre sur le côté visuel, ou soit des travaux que tu lances. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que tu as un retour présent, quoi, tout de suite, immédiat. On peut monétiser aujourd'hui les réseaux sociaux. Vous prenez Facebook, les logiciels de réservation de table se connectent, les logiciels de coffret cadeau se connectent aussi. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le consommateur qui est sur les réseaux sociaux va tout de suite ouvrir directement le logiciel de réservation de table ou le logiciel de coffret cadeau. Et là, on n'est pas obligé de lui dire « va d'abord visiter mon site officiel pour ensuite venir vivre une expérience chez moi ». Et donc, l'idée, en tout cas sur la partie de cette ligne éditoriale, parfois, elle prend un petit travers parce que vous savez, Facebook et Instagram, on peut coupler les deux. Alors, quand vous mettez une photo sur Instagram, vous pouvez cliquer sur un bouton « Je veux qu'elle soit sur Facebook » en même temps. Et parfois, c'est pas une bonne idée de mettre les mêmes contenus entre Instagram et Facebook. Donc, je rejoins tout à fait Jean sur cette idée-là. Je pense que vous parliez au départ de ligne éditoriale et je pense qu'il faut bien définir sa ligne éditoriale sur les différents réseaux. C'est pas la course à je balance partout tout et n'importe quoi. Il faut avoir, je pense, quand même une idée de ce qu'on met, où et pourquoi et à destination de qui. C'est pour ça que le Sustainable Social Media, je trouve, porte bien son nom. Parce que c'est vraiment une vision intelligente et profonde, à long terme. Oui, puisque si on se base sur des valeurs et sur une réflexion en amont, on arrive à quelque chose qui va peut-être coûter un petit peu d'argent au départ, mais qui va pouvoir durer dans le temps. Voilà. Et le challenge dans la gastronomie, c'est de durer. Mais oui. Merci, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas s'il y a des questions à ceux qui nous ont suivis, qu'on remercie. Merci Jean d'avoir partagé ton expérience réseaux sociaux et merci à Rémi et Amélie qui sont au quotidien dans ce travail-là de vous accompagner sur les réseaux. À tout à l'heure pour d'autres conférences et merci beaucoup. Merci.